Bonsoir. Cette soirée des Mardis des Bernardins, à laquelle sont associés les téléspectateurs de KTO, est consacrée à la relation entreprise-salarié, contrat ou alliance. Contrat ou alliance. Dans une relation de travail, un contrat de travail évoque quelque chose de très clair sur le plan juridique. Mais une relation de travail peut être aussi perçue comme une sorte d'alliance. Alliance de quelle nature? Alliance entre quelles personnes? C'est précisément ce que nous allons essayer d'étudier, de voir, d'aborder ce soir avec nos trois invités qui sont Xavier Négiard, qui est chef d'entreprise. Xavier Négiard, vous dirigez une entreprise en conseil qui a pour objectif, m'avez-vous dit, d'améliorer les performances des entreprises. C'est bien ça. Michel Muller, au milieu, qui est secrétaire général de la FILPAC-CGT. Alors la FILPAC-CGT, c'est la fédération de la CGT, la fédération du livre, comme on dit de façon plus commune et plus concrète. Et François Pi, qui est ingénieur de production chez un grand constructeur automobile. On peut donner le nom du constructeur automobile? On peut dire que ce constructeur a un losange? Voilà, exactement. Voilà, très bien. Et une usine à flin, voilà, où vous œuvrez? Bien. Et vous avez aussi un engagement syndical affirmé, qui est un engagement au sein de la Confédération française de l'encadrement, CGC, la CFE-CGC. Voilà. Ces caractéristiques ainsi posées, peut-être pouvons-nous commencer notre émission sur tout d'abord une interpellation de chacun de nos invités. Dans un premier temps, Xavier Négiard, ensuite François Pi, ensuite Michel Muller, sur la compréhension et le sens qu'ils entendent donner, chacun d'eux, à cette question, la relation entreprise-salarié, contrat ou alliance. Et nous avons besoin, dans un premier temps, avant d'avoir une table ronde avec des confrontations, des analyses, peut-être d'abord de savoir comment chacun de nous percevons cette idée de relation entreprise-salarié. Je vais m'adresser en quelques mots, 4-5 minutes, Xavier Négiard. Est-ce que la relation entreprise-salarié, c'est une relation de contrat, c'est une relation d'alliance? Quel contenu vous mettez à ces deux mots? Alors, en fait, pour répondre à cette question, contrat ou alliance, j'ai essayé de réfléchir sur la problématique. Et il me semble que contrat ou alliance correspond à une même problématique. Et cette problématique provient du fait que les frontières du travail subordonné sont modifiées. En fait, du fait de cette modification, le périmètre du lien social se modifie. Pourquoi? Et d'ailleurs, on peut même s'interroger sur le fait que l'entreprise, est-ce que finalement l'entreprise est encore le niveau le plus pertinent du lien social? Pourquoi? La chaîne de création de valeur, une entreprise, c'est une chaîne de création de valeur, engage un collectif de travail. Ce collectif de travail est interdépendant en termes économiques et financiers, organisationnels également, bien sûr, mais est dispersé à la fois physiquement et juridiquement. Et on le voit bien lorsque les intervenants sont à la fois des salariés, mais peuvent également être des sous-traitants, de l'intérim, et plus récemment, depuis finalement quelques années, des gens qui sont affublés du terme de portage. En fait, l'employeur de fait et l'employeur juridique tendent à être dissociés. On le voit avec toute la panoplie des fonds d'investissement qui prennent des décisions stratégiques bien au-delà d'une entreprise, et ce sont les dirigeants salariés de cette entreprise qui doivent porter la décision, mais qui n'en sont pas eux-mêmes détenteurs de la décision stratégique. L'entreprise et ses dirigeants se trouvent au cœur d'un réseau de dépendance. La relation de subordination employeur-salarié, puisque c'est de ça dont on parle, est affectée par des rapports de dépendance qui dépassent les contours même de l'entreprise. Qui commande et qui prend les décisions?
D'ailleurs, on dit bien, c'est le client qui commande, au sens propre et au sens figuré. Les transformations du tissu finalement productif déstabilisent, à mon sens, l'organisation du dialogue social, au point de remettre en cause la place du contrat de travail comme voie d'accès à la promotion sociale, à l'amélioration des compétences et leur évolution, même à la protection sociale. En fait, on observe une modification qui va jusqu'à une relation de type client-fournisseur qui s'instaure de plus en plus dans les entreprises. Et, première fois où je vais mentionner le mot, le fournisseur recherche toujours l'alliance avec ses principaux clients. Donc c'est dans un environnement changeant de la sorte que, d'une part, le besoin en flexibilité, tant critiqué parfois par nos amis syndicaux, le besoin en flexibilité des entreprises, d'une part, et de sécurité bien légitime des salariés, entraîne ce qui me semble être aujourd'hui un affrontement à venir entre deux nouveaux concepts. Le concept de flexicurité, qui est un concept tout européen, flexibilité et sécurité, et le concept de sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire la sécurisation d'un parcours professionnel tout au long de la carrière du salarié. On observe cependant actuellement une évolution vers davantage de contrats type client-fournisseur, éloignés des dispositions du contrat de travail, puisqu'il y avait des conventions collectives, et moins d'alliances de type familial, environnement qui intègre stratégiquement la place des ressources humaines, évidemment, au cœur de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle familièrement un management de promotion par rapport à un management dit d'exploitation. Et davantage de recherche d'alliances d'intérêt. Alors, évidemment, dans ce concept-là, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait du don et du don de soi. Alors, je pense que le don de soi est inhérent à la nature humaine, mais pas nécessairement lié à l'entreprise. Et je voudrais juste faire un rappel, un bref rappel, du fait que, à mon sens, il n'y a pas de don sans concept de dette. Et notamment, il va être fondamental dans le concept du don de savoir comment la dette va être vécue. Le concept de l'endettement positif, avec des gens que l'on connaît, et le concept d'endettement négatif, avec des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas. Et en réfléchissant finalement à l'alliance, à la confiance, au don de soi par rapport au contrat de travail ou à d'autres formes finalement de relations professionnelles, je me suis dit que le don était intimement lié avec le concept de famille. Et on va y venir tout de suite, mais également avec le concept de l'étranger. Alors, oui. Merci pour ces propos. Vous n'avez pas fini, j'en suis sûr, mais on va le voir. D'accord. Vous avez évoqué les questions de contrat, d'alliance, vous avez évoqué les notions de don, de dette. Vous étiez, je vous ai interrompu, en train de parler de la relation famille. Je voudrais d'abord que François Pie et Michel Muller s'expriment, et on reprend ensuite sur ce que vous avez dit. Et ce qui est important, c'est que, sans répondre, sans entrer pour l'instant dans le débat, vous nous donniez, vous, François Pie, votre réaction sur la relation entreprise-salarié, contrat ou alliance. Voilà le thème du jour. Point d'interrogation. Répondez, François Pie. Alors, déjà, la première chose, c'est que pour moi, c'est un sujet vraiment très actuel. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un email de mon école d'ingénieur sur le sujet « Comment obtenir le maximum de son employeur ?» Et c'est en fait une conférence qui est faite par une personne qui a écrit le livre « Cadre, ne vous laissez plus faire ». Voilà. Déjà, j'aimerais réagir sur le sujet contrat ou alliance. Pour moi, en fait, ce ne sont pas 2 sujets qui s'opposent, parce que je ne connais pas d'alliance sans contrat. Il suffit de prendre l'exemple, par exemple, du mariage. On voit bien que dans le mariage, qui est quand même l'alliance par excellence, il y a quand même 3 types de contrats. Il y a la communauté réduite aux acquets, la séparation de biens
et le contrat de communauté universelle. On voit bien en fait que pour faire alliance, un contrat est nécessaire, et c'est nécessaire en fait pour ne pas fusionner, c'est-à-dire pour vraiment respecter les deux parties qui font alliance. Ensuite, la deuxième chose, si on prend par exemple dans la Bible, c'est vrai que le mot alliance a une connotation biblique très forte. Ça fait référence en fait à l'alliance de Dieu avec son peuple, et on voit bien en fait que le Seigneur qui veut faire alliance avec son peuple remet quand même le décalogue à Moïse au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette alliance que Dieu nous propose, il y a aussi un contrat par derrière, c'est de suivre le décalogue. Et que nous dit ce contrat ? Ce contrat, c'est important pour en fait ouvrir un chemin de vie. C'est-à-dire se limiter au strict contrat, finalement, ce n'est pas suffisant. Mais si on veut avoir une relation juste, le contrat est nécessaire pour établir un espace après de relation où en fait il va y avoir un chemin de vie possible. Ce qui est aussi important dans cette alliance de Dieu avec son peuple, c'est aussi la notion de liberté et aussi la notion de durée, où en fait c'est vraiment pour la vie éternelle. Et aussi, pour agir sur l'alliance, c'est que l'alliance est une notion symbolique très forte. On voit très bien que quand on se marie, par exemple, il y a l'anneau du mariage qui est remis. C'est en fait que cette dimension symbolique ouvre en fait à la dimension collective, c'est-à-dire que l'alliance par elle-même, c'est pas simplement l'alliance d'une personne avec son employeur, c'est vraiment, ça inclut aussi la dimension collective des salariés en fait avec leur employeur. Alors, cependant, donc l'alliance un contrat est nécessaire pour l'alliance, mais si on se limite au contrat, que se passe-t-il ? Et moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à travailler, c'est que dans mon service, il y avait une personne qui était assez âgée et qui se disait je vais en faire le minimum parce que je sais, comme je me suis fait avoir, pour que je me fasse encore moins avoir, je vais en faire le strict minimum. Et pour moi, c'est vraiment l'opposition en fait entre le mercenaire et la tribu. C'est-à-dire le mercenaire, c'est celui qui va vraiment vendre sa force de travail, quel que soit l'objectif, indépendamment de l'objectif. Mais que se passe-t-il en fait lorsque la personne est complètement déconnectée de l'objectif ? C'est qu'elle se limite au strict minimum. Et on entre en fait dans une relation de gagnant-perdant ou de perdant-perdant, et pas du tout dans une relation de gagnant-gagnant. Et je crois que vraiment la force de l'homme, c'est au contraire de pouvoir donner de 1 à 100 en fonction vraiment du sens qu'il peut mettre dans son travail. Et donc se limiter au strict contrat, finalement, c'est vraiment ne pas pouvoir aller loin dans la relation et aller vers un terrain de gagnant-gagnant, à la fois pour le salarié et pour l'employeur. Et je voudrais juste finir par 2 dimensions du travail qui me semblent vraiment importantes de distinguer. C'est la dimension objective du travail et la dimension subjective du travail. Finalement, la dimension objective, c'est le travail lui-même. Ce que l'on produit, c'est la méthode, c'est la technique. Mais le plus important dans le travail, à mon avis, c'est la dimension subjective, c'est le sujet lui-même. C'est en fait la personne qui n'est pas simplement un individu, mais vraiment une personne. Et c'est pour ça que c'est vraiment ça en fait qui se joue dans le travail, c'est le don de soi, comme vous avez dit, et c'est ça le plus important. Mais par contre, pour arriver à ce don et à cette confiance, il y a des fondements qui sont nécessaires et qu'on développera sans doute par la suite. Merci. Merci François P. Michel Muller, 3e intervenant. Réaction sur cette question. Contrat ou alliance, la relation entreprise-salarié ? D'abord, je réagirais à la manière dont vous formulez la question. Vous parlez d'entreprise, la relation entreprise-salarié. Pour moi, l'entreprise, c'est aussi les salariés. C'est-à-dire que dans la formulation de cette question, je perçois déjà une approche différente, voire oppositionnelle entre entreprise, qui serait donc celle de l'employeur, et salariés qui... Or, pour moi, les salariés font partie d'entreprises et c'est une communauté de personnes qui travaillent, et pour l'instant, je ne le mets pas en perspective dans notre société actuelle, mais je le prends sur basique, c'est bien un lieu où on produit, et où, à mon avis, ce sont les hommes ou les femmes, enfin évidemment l'individu qui est au centre. Et dès lors, contrat ou alliance, moi je n'oppose pas les deux, même si dans mon organisation le terme alliance n'est pas absolument ce qui est le plus raisonnablement admis. Bon. Mais je pense quand même que le salarié dans l'entreprise, vous parliez de don,
Je pense qu'effectivement, sa première démarche quand il rentre dans une entreprise, c'est apporter quelque chose à l'entreprise. Il ne conteste pas l'entreprise quand il rentre au travail. La contestation de l'entreprise commence quand il a le sentiment qu'il est le seul à donner et qu'il n'y a pas qu'il ne reçoit pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir don s'il n'y a pas réciprocité. Or, dans la société idéale, peut-être que cela se ferait de soi, et donc l'alliance serait ainsi créée ex nihilo. Or, l'expérience du mouvement ouvrier et du syndicalisme en France, pas seulement, dans le monde entier, montre bien que la question du don et du retour du don ne se fait pas sans qu'il y ait contrat. Ça s'appelle contrat de travail, et on reviendra sûrement sur cette question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui est, à mon avis, en crise profonde. C'est-à-dire, l'entreprise n'est plus le lieu où, effectivement, on peut donner et recevoir. Ça devient un lieu de souffrance. Je crois quand même qu'il faut le dire, qu'il y a aujourd'hui des gens qui se tuent au travail, qui se tuent autrement que les enfants dans les mines, au XIXe siècle, qui sont aujourd'hui dans une forme de précarité et qui ont la peur au ventre pour aller travailler. Alors, je ne dis pas que c'est général, évidemment, mais il y a quand même des faits assez significatifs, y compris dans une entreprise très, très connue, avec des cadres qui se sont tellement mis en difficulté que qu'est-ce que veut encore dire pour eux le terme de don ou d'alliance. Donc je me dis, nous sommes dans cette question est éminemment pertinente. Parce que, et là je peux rejoindre en partie seulement, ce qu'a dit Xavier Négéard, c'est que les règles qui ont pour l'instant permis de contractualiser cette alliance ou cette communauté ne fonctionnent plus. Donc on est dans une crise sociale, mais cette crise sociale est à mon avis liée, entre autres, à ce qui vient d'être dit, au fait que l'entreprise n'est plus le lieu où effectivement on peut donner et recevoir, où elle est soumise à des telles contraintes et à des telles exigences. Et là, je ne peux quand même pas, ne pas évoquer le système dans lequel on est. C'est-à-dire que cette crise systémique que l'on connaît financière, avec des exigences de rentabilité du capital, met l'homme ou la femme, enfin l'individu, hors jeu. Et aujourd'hui, c'est ce sentiment qui est majoritairement présent chez les salariés. Et ça, à mon avis, c'est pas de nature à construire des alliances basées sur des choses solides, voire même, et on l'a dit, la contractualisation. Pour moi, le contrat individuel, c'est pas un contrat. Parce que qu'est-ce que vaut un contrat d'un salarié individuel avec un employeur? Les rapports de force n'ont rien à voir. On peut passer à une alliance ou un contrat quand au moins les équilibres sont préservés. Or, dans cette démarche-là, ils ne le sont plus. Donc, on arrive, à mon sens, à une dérive. Et l'alliance dont on parlait tout à l'heure, pour moi, c'est pas ça dont il faudrait que l'on parle actuellement. Cette alliance qui serait en quelque sorte une alliance à minima, pour passer un bon moment ensemble et après on se quitte. Je crois que cette précarité-là est aujourd'hui une des causes profondes du mal-être et du malaise que l'on connaît dans les entreprises. Merci. Des propos, tonalités différentes et en même temps des points de conjonction, des points de rapprochement. Michel Muller a utilisé le mot communauté en parlant de l'entreprise. C'est un mot qui, il l'a dit, n'est pas forcément dans le vocabulaire courant de la CGT. La CGT ne définit pas toujours l'entreprise comme une communauté de travail. Xavier Négéard a bien, dans son propos introductif, abordé cette question de la relation entre l'employeur de fait, l'employeur juridique. Et là, vous avez vous-même un rapprochement. Le mot alliance, avec la relation entre le contrat et l'alliance. Pas de contrat sans alliance, pas d'alliance sans contrat. Bon. Et vous tournez tous les trois autour de la notion d'entreprise. Je crois que Michel Muller, vous l'avez dit de façon assez nette, cette idée
L'entreprise, qu'est-elle? Alors, notre débat n'est pas de définir l'entreprise, elle est bien de réfléchir à la place du salarié, du travailleur, dans le monde de la production et de la relation entre la personne, prise individuellement ou collectivement, et puis le dispositif collectif, entreprise ou plus large, qui organise, ordonne cette production. Xavier Néjard, est-ce que vous pouvez réagir aux propos de Michel Muller? Oui. Et puis François Pi. En fait, aujourd'hui, le salarié, il travaille pour un salaire, une rémunération. Il travaille également pour le bien de son entreprise. Et il travaille enfin pour satisfaire une mission sociétale. Je suis intimement convaincu que si une de ces trois valeurs vient à manquer dans la relation entre l'employeur, l'entreprise et le salarié, eh bien, on va avoir un déficit. Il va y avoir un déficit dans la valorisation même du travail. Je prends pour un exemple très simple. Après la dernière guerre mondiale, il devait y avoir un effort de reconstruction. La France était dans un piteux état. La France manquait de tout. Et il y avait un retard d'accumuler par rapport à des sociétés anglo-saxonnes, notamment américaines, etc. Il y allait de la valorisation du travail, même le commercial qui vendait des téléviseurs ou des frigos, d'aider à cette reconstruction de la France. C'est-à-dire qu'il y avait une mission confiée par l'intermédiaire de l'entreprise, mais fondamentalement une mission de la société française. Aidons à la reconstruction. Le travail était extrêmement valorisé, aussi bien pour le maçon que pour l'imprimeur, le conducteur de machines, etc., etc. Aujourd'hui, où est la valorisation du travail d'un point de vue de mission sociétale? Alors, certaines entreprises soit en inventent, soit s'en trouvent. Il y a des secteurs entiers qui en trouvent. Nous avons tous besoin d'un intérêt supérieur, d'une mission supérieure à accomplir au travers de notre travail. On parle de l'imprimerie et du livre. La démocratie, combien de fois avez-vous entendu cette phrase? La démocratie ne peut exister et ne peut survivre sans l'écrit. C'est une belle mission pour l'ensemble des travailleurs du livre, l'ensemble des entreprises du livre. C'est une véritable mission sociétale. Maintenant, combien d'entreprises aujourd'hui ont fondamentalement une mission de la société reconnue? Alors l'environnement nous aide beaucoup à mettre des missions. Et donc je pense que dans la dimension de l'alliance, il peut y avoir cette alliance par rapport à une mission qui est d'un intérêt supérieur. Donc voilà ce que j'aurais voulu décrire. François Pi. Oui, je voulais réagir là à Michel Muller qui parlait de crise, de vraie crise actuellement. Et actuellement, l'entreprise comme lieu de souffrance, finalement. C'est vrai que c'est très, très frappant, l'évolution qu'il y a pu y avoir ces 30 dernières années. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, pour les personnes de ma génération, c'est qu'on sait qu'on va être amené à changer 5 à 6 fois d'entreprise. Et donc, en fait, on a un rapport à l'entreprise qui est un rapport qui est assez individualiste, finalement. Et on perd progressivement cette dimension collective. Et par derrière, il y a aussi une peur assez importante, c'est la peur de l'employabilité. En fait, on se dit, comme plus tard, l'entreprise peut nous licencier plus tard, si la conjoncture est mauvaise, par exemple, et ben, autant se protéger. Et donc, en fait, on arrive dans un rapport plutôt de protection vis-à-vis de l'entreprise, un peu d'employabilité. Et il y a de nombreuses personnes, en fait, qui vont rentrer dans telle entreprise parce qu'ils se disent, tiens, je vais faire une belle carrière et au bout de 3 ans, par exemple, démissionner, même de façon un peu excessive. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est que cherche la personne et quel sens elle donne à son travail et est-ce qu'elle se reconnaît dans le sens de l'entreprise, ce que vous disiez, la mission. C'est pour ça, actuellement, on ne peut plus demander à l'entreprise ce qui n'est plus de son ressort, en fait. Et moi, ce qui me frappe, c'est déjà un peu la décision très court terme qui se produit dans certaines entreprises,
où en fait on se demande presque qui pilote l'entreprise. Et c'est François Dupuis, dans son livre La fatigue des élites, les cadres et le capitalisme, qui analyse très bien en fait toutes ces évolutions. Et en fait, il parle de déprotection actuellement des cadres, et comme quoi finalement l'actionnaire et le client sont revenus dans l'entreprise, et que c'est finalement eux qui vont tirer l'entreprise, et ça va en fait déprotéger les lieux de travail. Et il cite par exemple l'exemple du pilote d'avion qui va accueillir finalement les passagers avant de prendre l'avion. C'est-à-dire en fait, il doit sortir de son cadre de travail pour aussi se mettre en relation client. Et donc finalement, il y a un certain malaise au niveau d'une certaine déprotection, une certaine peur par derrière finalement, et qui est vraiment préjudiciable. Merci. Tous les deux, vous opinez, vous acquiescez, vous dites oui. L'un, l'autre. Oui, mais évidemment, oui. Ce que vient de décrire François Pie, c'est exactement ce que les cadres, beaucoup de cadres dirigeants, même de haut niveau, on parle là d'ingénieurs, mais on peut aussi, je pense qu'il y a aujourd'hui un cadre dirigeant d'une entreprise qui voit ses décisions imposées par des gens qui, à 10 000 kilomètres, ont pris des décisions stratégiques, non pas en fonction de l'intérêt des salariés d'une région, il est aussi mal dans sa peau que le salarié qu'il subit. Et ça, je peux très bien le comprendre et le partager. Et en même temps, je me dis, quelle est l'alternative alors? C'est-à-dire que si l'entreprise, vous m'avez parlé de communauté, vous avez été surpris que j'utilise le terme communauté. Moi, ça me gêne pas d'utiliser le terme communauté parce que je pense qu'entre chrétiens et marxistes, on peut avoir une idée commune sur l'homme et que l'homme doit être au centre de toute cette société, de toute une activité économique et sociale, et pas absolument la finance, et pas absolument des chiffres de rentabilité, de chiffres, etc., ce qui nous a quand même conduit dans le mur dans lequel on est. Et parfois, on a l'impression que cette souffrance n'est pas entendue. Quand je parlais de souffrance, je parlais des cadres, mais je parlais aussi de ceux qui aujourd'hui ont encore appris à Continental, je crois, ou à Goodyear, on va supprimer 1000 emplois à Amiens. Et comment voulez-vous qu'à un moment donné, ces situations qui se répètent de jour en jour ne donnent pas le sentiment dans notre pays que tout fout le camp, qu'il n'y a plus de quoi que ce soit qui tient à quoi se tenir. Et donc on cherche, et ça c'est un peu ma crainte de syndicaliste, qu'on puisse chercher dans d'autres voies qui ne sont pas absolument des plus progressistes ou celles qui mettraient des concepts de démocratie, liberté, etc. au centre, et bien qu'on cherche vers des démarches communautaristes dans le mauvais sens du terme. C'est pour ça que moi, le terme communauté d'entreprise, ça ne me gêne absolument pas, parce que je pense que c'est un concept qui est partagé, sur lequel on peut s'entendre, qui n'est pas de l'eau de l'eau tiède. On sait bien que dans une communauté, il peut aussi y avoir différences d'intérêts. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces différences d'intérêts, on ne sait plus les résoudre. Et elles se résolvent de plus en plus dans des phénomènes de violence, parfois vécus individuellement, et ça donne ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi des violences actuellement que l'on voit dans les conflits sociaux. Ou que voulez-vous que je vous dise? J'ai entendu dernièrement, lors d'une manifestation des gens de Goodyear, je crois que c'est un délégué CGT qui disait je fais pas tout ça pour moi parce que de toute manière pour moi c'est foutu, je fais ça pour que mes enfants ne vivent pas cela. C'est terrible d'entendre ça. Ça veut dire que lui, il a passé le cap, pour lui il n'y a plus rien à faire, il va faire, mais faire quoi? Il va peut-être jeter quelques œufs sur un dirigeant qui lui-même applique ce qui a été décidé. D'ailleurs, et évidemment, nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas approuver ou soutenir cela. Mais en même temps, il faut que nous aussi, on puisse être le réceptacle de cette insatisfaction, de ce mécontentement, voire de cette colère. Et alors là, nous, aujourd'hui, on est en manque
de perspective, et là je crois que c'est pas un problème de CGT, mais c'est bien un problème des rapports sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut, alors le contrat collectif, convention collective, etc., nous permettait de régler beaucoup de choses. Aujourd'hui, le cadre de l'entreprise, vous avez raison François, n'est plus suffisant, mais même le cadre de la branche n'est plus un cadre suffisant pour pouvoir gérer ces nouvelles contradictions. Alors on parle de sécurité sociale professionnelle, je vais bien en dire deux mots tout à l'heure ou un peu plus tard, mais pour moi la question qui n'a pas encore été abordée mais qui est quand même sous-jacente, c'est que là on parle, l'entreprise, elle n'est pas uniforme, c'est pas l'entreprise avec son grand E et ça s'applique à tout le monde. Quand on parle d'entreprise, de celle dont on vient de parler, multinationale et grande, etc., c'est une réalité. Celle des PME en est encore une fois une autre. Et celles-là, aujourd'hui, elles sont aussi dans une situation difficile parce qu'elles dépendent, je termine là-dessus, elles dépendent étroitement des grandes. Donc on est dans une société qui aujourd'hui n'a plus de régulation suffisante. Les anciennes régulations ne suffisent plus, des nouvelles ne sont pas encore en place. Et cette situation, il faudrait qu'on soit à même d'inventer des nouvelles régulations, des nouvelles... Ça, on va peut-être y revenir, mais c'est peut-être ça le plus compliqué. On n'a pas parlé évidemment pour l'instant encore du fait que les États, ou l'État qui était quand même un des garants de certains contrats, d'un certain contrat social. Et je voudrais juste comme dire un mot. Je trouve que dans la crise financière, le modèle social français a plutôt permis de mieux résister pour l'instant. Je ne sais pas si ça va tenir, mais que dans d'autres pays, ce modèle social qui est justement basé sur le tripartisme, paritarisme employeur-syndicat, mais également intervention de l'État. Et je trouve qu'il serait un peu rapide d'évacuer le rôle des pouvoirs publics dans cette régulation, parce que je pense que il faut qu'on les associe à cette recherche, même si évidemment on ne peut plus aujourd'hui tout centrer sur les pouvoirs publics nationaux, mais ça je veux bien qu'on en discute un peu tout à l'heure quand on parlera des perspectives. L'entreprise, d'une certaine façon, voit ses frontières s'effacer. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, en prenant un exemple, je peux donner votre âge, 32 ans 30 ans. 30 ans, pardon, 30 ans. Et vous dites, moi, mes collègues, nous devons nous préparer et nous devons être déjà très actifs sur un monde sans frontières, sur un monde avec toutes les richesses, les promesses que peuvent apporter ces nouvelles formes de travail, ces nouveaux outils aussi qui accompagnent ces évolutions. Mais nous devons aussi gérer, Xavier Néjard l'a dit, toutes les différences de statut, les dissociations, l'effacement de ces frontières. Et donc la perte de sens d'un collectif, d'un engagement collectif, d'un sentiment d'appartenance, d'une transmission. Un ouvrier de chez Goodyear ou de chez Continental qui dit moi j'agis parce que je pense à mes enfants. Il y a une chaîne de transmission. Donc le travail porte tout cela. Et en même temps, le lieu traditionnel voit ses frontières s'effacer. Donc tout ce que le travail apporte, et vous l'avez dit tout à l'heure, le travail avec l'approche objet, l'approche sujet, de la valeur objective, la valeur subjective du travail. Je vais m'adresser à vous, François Pic. Comment vous sentez ces engagements se réaliser? Où se réalisent-ils? Vers où tendent-ils à aller? C'est vrai, quand on parle d'alliance, pour agir à votre mot engagement, ça pose aussi la question plus fondamentale que l'entreprise. Quelle alliance je fais dans ma vie? C'est-à-dire que l'alliance que l'on fait avec son entreprise dépend aussi du contexte et de ce que l'on souhaite aussi dans notre vie. Par exemple, c'est toute la relation à la famille, toute la relation aussi aux engagements associatifs. Et en fait, c'est globalement cette question d'alliance n'est pas simplement limitée au cadre de l'entreprise, mais occupe un espace beaucoup plus important. Oui, il y a un effacement de plus important entre les différentes frontières. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment l'opposition qu'il y a actuellement entre le court terme et le moyen terme. Ce que l'on observe, c'est que
Les entreprises sont beaucoup dans le court terme parce qu'il y a une concurrence qui est vraiment très importante. Et donc, pour résister, c'est nécessaire en fait de prendre certaines décisions, quitte à licencier et perdre en fait des compétences très importantes. Donc, ce qui me frappe vraiment, c'est cette dimension de court terme, de concurrence qui est nécessaire. Et que peut-on faire? Parce que c'est une concurrence qui est vraiment au niveau mondial. Et on voit en fait qu'il y a différents types d'entreprises et on voit des différents modèles maintenant se proposer. On voit par exemple des coopératives. L'exemple de Mondragon dans le Pays Basque est vraiment un exemple de coopérative où il y a une vraie réussite. C'est quand même la 7e entreprise espagnole actuellement qui emploie plus de 80 000 salariés et qui prend vraiment ce modèle coopératif parce que dans le fond, c'est comment réconcilier l'actionnariat avec les salariés. Et c'est vraiment actuellement cette tension entre les salariés et l'actionnariat qui est en crise, je pense, et qui fait que dans le contexte de concurrence où c'est nécessaire de prendre des décisions de court terme, il y a finalement une crise, un divorce en fait entre les deux, qui est vraiment préjudiciable pour l'entreprise elle-même. Xavier Néjard, oui. Ce divorce, il s'observe dans toutes les entreprises ou est-ce le fait de grandes entreprises, qu'on pourrait peut-être le penser? Les PME, les petites entreprises, ceux dont le patron est à la fois le propriétaire et le dirigeant et le manager, le gestionnaire de l'entreprise. Est-ce que c'est la tendance que vous avez décrite? On l'observe de façon plus appuyée dans les grandes entreprises ou on peut avoir une lecture différente? Non, je pense que d'abord, peut-être contrairement, en tout cas en ce qui me concerne, contrairement à ce que Michel Muller disait tout à l'heure, quand il mentionnait le fait qu'il n'y avait pas une entreprise ou un type d'entreprise, mais beaucoup d'entreprises, je crois qu'il y a des modèles d'entreprise. Et je voudrais passer un moment sur le concept de la crise économique actuelle. Pourquoi? Parce que cette crise économique aujourd'hui, à mon sens, elle a un impact majeur sur la vision que les gens ont de la compréhension des modèles économiques. En fait, on a bien, et je suis d'accord avec Michel Muller, on a bien deux modèles économiques sociétaux qui s'affrontent. On a un modèle anglo-saxon dans lequel le marché est au centre de la société et l'homme en est l'outil principal. Et on a le modèle français. Je pense qu'il faut le dire. Il y a fondamentalement un modèle anglo-saxon et fondamentalement, mais modestement, un modèle français où là on a l'homme au centre de la société et le marché qui n'est censé n'être qu'un outil pour l'homme. Et en fonction on va dire, de la maturité managériale du dirigeant, je reviens à votre question plus directement, de la petite PME familiale à l'énorme entreprise, on va essayer soit de reproduire un modèle anglo-saxon, avec des décisions qui sont prises sans aucune espèce d'intérêt particulier pour la région, pour le local, etc., ou on va tomber, au contraire, dans des modèles français, et qui ne sont pas plus mauvais ou plus médiocres, tant dans le retour sur l'investissement que dans le plaisir de travailler dans l'entreprise, qui peut d'ailleurs être aussi mesuré par le don de soi et les occasions et les opportunités qu'ont les salariés de faire don d'eux-mêmes. N'oublions pas que donner, faire un don, présuppose non pas de donner pour recevoir, mais de donner pour que l'autre donne à un autre moment. Et je pense que ça, c'est un élément assez fondamental. On parle du régionalisme breton et vendéen, ou du régionalisme de l'Est, notamment Lorraine et Alsace. Historiquement, il est vrai, ce sont des régions qui ont été mises à contribution et qui, encore aujourd'hui, ne souhaitent plus être pillées, entre guillemets. Eh bien, aujourd'hui, dans ces régions-là, vous avez un vrai régionalisme. Vous avez des gens qui s'inquiètent et où on place l'homme au centre et non pas le marché au centre. Et donc, je pense que, au niveau des entreprises, la taille
n'a rien à voir. La maturité managériale de l'actionnaire, du propriétaire, du manager a tout à voir. Ah, vous êtes un peu brutal, hein, Xavier Négère, parce que vous dites la taille n'a rien à voir. Et ça paraît assez clair. Vous avez des grandes entreprises qui, aujourd'hui en France, ont ce souci que vous décrivez, qui sont des soucis tout à fait comparables à ceux des petites entreprises. C'est clair, l'opposition n'est pas là, mais vous décrivez un modèle, le modèle anglo-saxon, le mauvais, et puis le modèle français, vous êtes très cocorico, Oui. vous êtes finalement, c'est bien, et puis si on ramène encore l'Alsace, la Lorraine et la Bretagne, alors voilà, le cœur du cœur de la France. Bon, Oui. je vous bouscule, hein, mais vous me semblez un peu simplificateur là-dessus. Comment nos amis réagissent? Michel Muller, vous êtes alsacien. Oui, permettez que je réagisse plutôt en tant que syndicaliste. Voilà. Oui, non, moi je ne pense pas que les entreprises sont toutes devant les mêmes problématiques. Et donc elles ne peuvent pas régler les choses de la même manière. On sait très bien parce qu'il y a une donne que François Pie vient d'apporter, qui est celle de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des économies qui sont aujourd'hui plus maîtrisables au niveau national, même pas au niveau régional. Je reviendrai sur la question régionale parce que ce que dit Xavier Négère porte quand même en soi quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, la question du mouvement économique mondialisé, qu'on le veuille ou non, affecte profondément les choses et n'importe qui aujourd'hui, n'importe quel salarié se sent concerné par cela. Mais il n'y voit pas, lui, une chance. Lui, il y voit un risque. Donc, ce risque le conduit à plutôt se recentrer sur ce qu'il semble maîtriser, alors que, malheureusement, les centres de décision, même celles des PME, PMI, ne sont plus véritablement le chef d'entreprise, même si c'est lui qui a le capital de l'entreprise, il n'est plus maître véritablement des règles du jeu. Les règles du jeu sont définies par ailleurs, et en plus, quand on sait l'importance de la sous-traitance pour les PME, PMI, on sait très bien que la marge de manœuvre est étroite. Les recherches d'autres formules comme coopérative, c'est vrai qu'il a l'avantage de la jeunesse, François Pie, mais dans ma branche, l'imprimerie, la coopérative était quasiment quelque chose d'inhérent à la création de l'imprimerie, parce que les premiers ouvriers typographes, pour vouloir s'affranchir du joug du patron, ont créé des systèmes, et toujours c'était cette recherche, excusez-moi de faire un peu d'histoire, mais cette recherche de vouloir s'affranchir du poids du système économique. Donc soit on faisait des coopératives, il y en avait énormément, soit on vendait collectivement sa force de travail, ça s'appelait des commandites. Donc les ouvriers se mettaient en société et vendaient collectivement aux patrons leur force de travail, et c'est eux qui se faisaient la paye. Bon. Tous ces systèmes ont échoué, même si les coopératives, évidemment, surtout mes amis coopérateurs vont pas être contents si je dis cela, mais elles peuvent subsister, elles peuvent exister dans des conditions bien particulières, comme d'autres entreprises, mais de là à s'affranchir des règles définies par le système, c'est évidemment impossible. Donc, pour ça que moi, sur la question du modèle social, moi, je plaiderais pas pour un retour vers le régionalisme ou je plaiderais plutôt pour est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de réguler la mondialisation. Et c'est vrai que c'est un sacré problème, parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, et le temps de l'économie n'est pas le temps social. L'économie va beaucoup plus vite que le social. Donc on est dans des temps économiques qui sont déjà mondialisés. En plus, en Europe, on a ouvert les frontières très larges pour que les choses aillent encore plus vite de mal en pis. Donc on sait aussi un peu le modèle social, il prend un sacré coup quand même dans les gencives, excusez-moi l'expression, quand vous ouvrez au sein même d'une communauté européenne des différences sociales aussi importantes que celles que nous connaissons. Donc ça aussi, c'est un sujet qui mériterait d'être un peu mieux cerné, mieux travaillé. Et puis donc les temps économiques vont très vite, ça va très vite, l'argent ça circule vite, mais les temps sociaux, eux, sont beaucoup plus lents. Et on est aujourd'hui encore avec des outils sociaux qui datent
temps fordien quasiment, et alors qu'on est déjà dans l'ère du capitalisme financier avec le succès que l'on connaît. Merci. François Pi, notre émission va bientôt toucher à sa fin. François Pi, revenons sur votre propos de tout à l'heure, et qui rejoint le propos à la minute, là, sur les temps sociaux. Mais revenons aussi à notre sujet. Au-delà du contrat, la relation entreprise-salarié est-elle d'une nature plus profonde? Peut-on parler d'alliance? Et c'est ça qui peut nous intéresser. Xavier Niger a parlé du don à 2 reprises. Donner, il insiste beaucoup. Bon, la relation, il y a la dimension mondialisation, mais cette relation entreprise-salarié ou employeur-salarié ou monde du travail, travailleur, c'est cette idée de l'homme au travail. L'homme au travail, contrat ou alliance? Non. Comment vous vivez cette notion d'alliance dans un monde qui bouge, les frontières s'effacent, les temps se raccourcissent, mais pas le temps de l'homme, pas le temps de la production, le temps de la finance, le temps de la recherche, le temps du commercial, le temps de l'argent se raccourcit, mais pas le temps de l'homme. Qu'est-ce que vous souhaitez, pour les générations qui arrivent, de trouver comme équilibre, comme relation, comme élément de réconciliation dans cette relation homme-travail, entreprise-salarié? Ça fait beaucoup de questions. Oui, beaucoup. Prenez celle qui vous intéresse. Oui, je pense que tout salarié veut vivre en fait une relation d'alliance, en fait une relation de don à son entreprise, parce que c'est en fait vraiment en se donnant qu'on se réalise. Et le travail, c'est vraiment le lieu, je pense, de la réalisation et aussi le lieu de l'intégration dans la société de chaque personne. Et j'ai vraiment une profonde reconnaissance pour mon entreprise de m'avoir confié les différents postes que j'ai pu avoir à travers ces responsabilités, parce que j'ai vu qu'à travers ces responsabilités assez lourdes qu'on m'a confiées, vraiment, je me suis construit par cette confiance qui m'a été faite. Donc oui, je veux vivre cette relation d'alliance et j'ai vraiment une profonde reconnaissance pour mon entreprise. Bien sûr, je souhaite que cette alliance soit possible en fait d'être vécue. En même temps, on voit bien que cela dépend, bien sûr, d'un cadre global, et après, ça dépend de l'entreprise. Et l'entreprise peut faire des choses dans sa limite. Et pour moi, il y a vraiment 2 clés pour vivre cette relation d'alliance. La première chose, c'est que c'est vraiment par le management en fait direct. Si on a un responsable qui déjà reconnaît, qui a beaucoup de reconnaissance pour le salarié, reconnaît les progrès qui peuvent être faits, déjà ça fait vraiment entrer dans une relation où la personne a envie de se donner. Donc ça, c'est vraiment au niveau local dans l'entreprise. Le management est fondamental parce que c'est à travers le management que l'on voit l'entreprise. Et après, au niveau vraiment de l'entreprise plus globale, c'est fondamental qu'il y ait une cohérence dans les décisions qui sont prises. Et je veux juste citer l'exemple du contrat social qui a été fait chez Renault. Je trouve que c'est très astucieux parce que ça porte le nom de contrat et en même temps de social. Et le contrat social, c'est dans la situation de crise que nous vivons actuellement. Si une personne se retrouve au chômage partiel, l'entreprise va lui donner un salaire à 100%, grâce en fait à un jeu de redistribution dans l'entreprise où les cadres vont donner une partie en fait de leurs jours de congé, ainsi que les techniciens, pour permettre en fait à l'ensemble de l'entreprise de ne pas avoir de chômage partiel. Donc des choses sont possibles dans l'entreprise, et c'est fondamental pour l'entreprise de trouver pleinement sa cohérence au niveau global, au niveau local dans le management, dans la mesure du possible. Merci pour ce dernier mot, Xavier Niger. Non, je pensais simplement à ce que peut-être Michel Muller allait dire ou avait envie de dire. En tout cas, moi, j'ai eu envie de le dire. Cette redistribution, ce n'est pas l'entreprise qui l'a fait, ce sont les salariés qui la font. Et par conséquent, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec des salariés qui vont dire, après toutes les années que j'ai passées, après tout ce que j'ai donné, finalement, c'est encore à moi d'en donner davantage d'un point de vue de solidarité. Or, rappelez-vous, il y a quelques instants, je vous disais qu'une des règles, finalement, du don, c'est la liberté de donner. Si la liberté n'existe plus, peut-on encore parler de don ? Et je pense que c'est une notion
qui doit être intégrée, en tout cas au moins à notre débat. C'est pour ça que j'ai voulu la faire. Très bien, merci. 1 minute, Michel Muller. Oui, mais j'ai cru à un moment donné qu'il y avait un alter ego à gauche. Non, moi je plaiderais pour qu'on crée un nouveau contrat social. C'est-à-dire que je comprends la démarche telle qu'elle est vécue par François Pie lui-même, de dire j'ai contribué à... Bon, mais on ne peut pas bâtir un système uniquement là-dessus. Là, je rejoins Xavier Négéard. Et d'autant plus que c'est quand même un problème de partage des richesses. On ne peut pas dire que l'entreprise aux losanges soit vraiment... Bon, même si effectivement elle a aussi... l'automobile a ses difficultés, mais je ne suis pas sûr que ça se réglera uniquement par ces mesures-là. Mais bon, donc on a bien besoin d'autre chose. Et moi, je crois que ce nouveau contrat social, aujourd'hui, il devrait être construit par... d'une manière beaucoup plus... peut-être moins sous l'angle de l'affrontement des catégories ou des classes sociales, et plutôt sous l'angle des convergences que l'on peut trouver chez les uns et chez les autres. Parce que je crois qu'on a effectivement passé... On a passé un stade de ce que les marxistes appellent la lutte de classe ou l'affrontement entre classes. On est passé à une autre phase qui est maintenant, je crois, bien comprise et assimilée par beaucoup. Et ce nouveau contrat social, eh bien, je pense que ça pourrait sceller ces rapports nouveaux au sein de notre société. Merci Michel Muller. Cette table ronde s'achève. Il me reste simplement, en remerciant Xavier Négéard, Michel Muller, François Pie, à vous indiquer que le prochain mardi des Bernardins, ce sera le 2 juin, sera consacré au thème Wagner et le nazisme dans le cycle Passerelle des Arts. Merci pour ces belles interventions et ce don que vous nous avez fait, un vrai cadeau de cette soirée passée sur ce thème de la relation entreprise-salarié. Merci.